Bienvenue dans Lumière quotidienne, votre podcast où l'on éclaire ce qui compte vraiment. Ici, on parle vrai, on parle vie, on parle réconciliation, on parle guérison. Aujourd'hui, on va parler de la science, mais pas de celle qui paraît lointaine, renfermée dans des laboratoires au bout du monde. Non. On va parler de la science qui soigne, de celle qui touche nos quartiers, celle qui touche nos familles, celle qui touche nos maisons, celle qui touche nos peurs, celle qui touche nos pensées. La science qu'on vit tous les jours, mais sans toujours la comprendre. Dans nos maisons, dans nos rues, dans nos quartiers, combien de gens avalent des comprimés au hasard sans comprendre ce que cela fait dans leurs nerfs, dans leurs pensées, dans leur sang? Combien se battent silencieusement contre l'addiction? L'addiction à la pornographie, l'addiction à l'alcool, l'addiction à Internet. Sans comprendre que même ça, c'est aussi une affaire de molécules, d'hormones, de chimie du cerveau. Combien se sentent perdus, confus, dépassés, mais n'osent pas en parler parce qu'on n'a pas appris à écouter notre corps et nos émotions. Et combien de jeunes brillants, comme toi peut-être, étouffent leurs rêves parce que étudier à l'étranger semble inaccessible ou que le combat là-bas est trop lourd à porter seul. Mais il y a de l'espoir parce que comprendre ce qu'il se passe en nous, c'est déjà un pas vers la liberté. Parce que l'intelligence n'a pas de frontières et que l'excellence peut venir de Bukavu, de Kinshasa, de Goma, de Mbuji-Mayi, de Kikwit, de Kisangani, de Pyongyang, de Bruxelles, de Paris, de Pékin, et je ne sais encore. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, j'ai l'honneur de recevoir M. Isaac Kaba, un frère, un chercheur, un rêveur debout. Il a grandi ici en République démocratique du Congo, étudié ici à Kinshasa, traversé les océans et maintenant, il fait de la recherche à l'université de Berkeley en Californie. Mais il n'a jamais oublié d'où il vient. Il a porté ses blessures, ses doutes, ses ambitions et il en a fait une lumière pour nous tous. Dans cet épisode, on va parler de la chimie du corps humain, du rôle des molécules dans notre santé mentale, des dangers du surdosage médicamenteux, de l'impact invisible mais réel du contenu sexuel qu'on consomme en ligne, des défis d'un jeune Africain ou de toute autre personne en terre étrangère, et surtout de comment la science peut nous aider à mieux vivre ici et maintenant. Alors prends un moment, installe-toi, respire, pose ton téléphone, écoute, parce que cet épisode est une passerelle entre la science et la sagesse populaire, entre les laboratoires et nos réels, entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Folks, science becomes powerful only when it meets the people, only when it speaks their language, only when it touches their wounds. Today we bring it home to every young Congolese, every African, every people dreaming bigger than their postcode. Knowledge is power, but shared knowledge is healing. It's dignity, it's freedom. Let's dive in. Merci, Monsieur Isaac Kaba, d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir un homme à côté de nous qui a tant d'humilité, tant de courage que j'apprécie énormément. Merci Merci. de nous faire ce plaisir de contribuer à l'édifice de notre petit projet, mais qui est en train de grandir petit à petit, ensemble, main dans la main. Alors, juste avant de commencer, moi, j'aimerais vous poser la question de savoir quels sont les exemples concrets, en fait, où nous retrouvons la chimie dans notre vie quotidienne. Des petits exemples concrets, tout simplement, parce que les gens se demandent, bon, la chimie, mais où est-ce qu'elle est présente aujourd'hui dans notre monde? Alors, moi, j'aimerais savoir quels sont les petits exemples concrets où cette chimie agit réellement. Alors, je parlerai d'abord des tout ce qu'on mange. Vous Oui, savez, la nourriture, à chaque fois
quand on fait de la cuisine, c'est en fait de la chimie qu'on fait sans le savoir. Et donc, Oui. que ce soit la cuisson, la fermentation, les arômes qui se dégagent, voire même la Oui. coloration, la texture de la nourriture. Tout ça, c'est les résultats en fait des différentes réactions chimiques. Et à mon avis, je pense que Oui. les personnes qui savent préparer, et entre autres nos mamans, par exemple en Afrique, ce sont des très grands chimistes en fait, Ou comme qui nous. Oui. s'ignorent. Oui, également. Donc, c'est un exemple très, très concret. Et le deuxième exemple que je donnerai, serait en fait l'air que nous respirons. Et vous savez que l'air que nous respirons contient de l'oxygène, qui est en fait le fruit de la photosynthèse, qui est une séquence de réactions chimiques que les plantes font. Et voilà, l'oxygène est très vital à la vie. Et puis, j'ajouterais peut-être tout ce que nous utilisons comme produit au quotidien, que ce soit les lotions, le médicament que nous prenons, tout ce qui nous entoure, en fait, sont les résultats, en fait, de la chimie. Tels sont quelques exemples concrets de l'impact de la chimie dans notre quotidien. Oui, effectivement, parce que quand on entend parler chimie, on voit plus une révolution chimique, on voit plus des inventions chimiques pour des gens qui ne sont pas assez informés et pour ne pas passer à côté de la chose, surtout chez nous en Afrique, où c'est vraiment un problème parce que le niveau d'éducation est encore un peu plus bas par rapport aux pays avancés. Nous aimerions peut-être savoir quelle est la plus grande révolution, quelle est la plus grande révolution chimique aujourd'hui dans notre monde, euh, du 21e siècle, pourquoi pas, hein. Ou peut-être on se dit la chimie aujourd'hui, elle a connu une grande révolution. Et si cette révolution est là, est-ce qu'elle est écologique à nos jours? Oui. À mon avis, je pense que la plus grande révolution ou chimique du 21e siècle, c'est probablement la chimie clique. Et c'est quand même Oui, funny parce que c'est clic, c'est exactement clic. Donc, c'est appelé clic parce que c'est rapide, précis. oui, oui, Et cette chimie génère très peu ou presque pas de déchets toxiques en fait. Alors, oui, la chimie clique a été développée ensemble avec la chimie bio-orthogonale par Barry Sharpless, oui, Carolina Bertozzi et je crois Mentel en Europe. Et évidemment, ils ont oui, reçu le prix Nobel en chimie en 2022. Et cette chimie permet de générer de produits en utilisant des conditions très douces, moins toxiques. Par exemple, la chimie clique peut se faire dans l'eau. Et en plus de d'accord. cela, vous avez les concepts de l'économie atomique. Donc, les matières, comment est-ce qu'on les appelle? Les matières premières sont complètement converties en produits et donc il n'y a presque pas de déchets. Alors, cette chimie clique a révolutionné la façon dont l'industrie pharmaceutique, l'industrie technologie, l'ingénierie et tout consort peuvent développer divers produits au quotidien, que ce soit de médicaments, les plastiques, le produit que nous utilisons très, très, très fréquemment. Et donc, je suis persuadé que la chimie peut contribuer à un monde beaucoup plus écologique. Et d'ailleurs, il existe le concept de la chimie verte. C'est Oui, cette chimie qui est basée sur 12 principes, entre autres l'utilisation de solvants moins toxiques. Et par ailleurs, beaucoup d'efforts de recherche en chimie se consacrent sur le développement des outils chimiques, entre autres des catalyseurs, qui permettent de recycler au fait ces déchets que nous produisons. Et par exemple, cette année en 2025, il y a des chercheurs, je crois, en France, qui ont développé un catalyseur capable de convertir le déchet de plastique en paracétamol. C'est tout simplement génial de voir qu'on peut recycler tous ces déchets qui résultent au fait de l'utilisation de plastique. Donc, je suis très persuadé que la chimie peut contribuer à un monde beaucoup plus écologique. Donc, bon, et puis, vous avez parlé de la chimie verte, vous avez parlé de beaucoup de concepts.
Vous avez parlé de ceux qui désormais peuvent transformer, n'est-ce pas, les déchets en paracétamol. Ça, c'est vraiment nouveau, c'est vraiment grand. C'est une révolution. Mais si je devais juste vous poser une question, à savoir quelle est l'innovation, hein, la plus récente, si c'est ce que vous avez dit depuis, la plus récente, mais que vous trouvez très prometteuse pour... Hmm. À mon avis, je pense que les CRISPR-Cas9, c'est une technologie d'édition génétique et probablement l'innovation la plus récente qui aura un impact et qui a déjà un impact très, très prometteur au niveau du monde. Alors, les CRISPR-Cas9 a été développé par Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Et ils ont aussi partagé le prix Nobel de chimie en 2020. C'est au fait cette technologie ou cet outil chimique qui travaille un peu comme une paire de ciseaux moléculaires. Et donc, ces technologies permettent en fait de reconnaître une séquence d'ADN précis au niveau du génome et de les couper avec beaucoup de précision. Et donc, comme application, le CRISPR peut être utilisé pour traiter des maladies génétiques et par exemple, les maladies telles que la drépanocytose, aussi connue sous le nom de l'anémie SS, est aujourd'hui considérée comme curable parce qu'en 2023, la FDA a approuvé l'utilisation de CRISPR pour le traitement de la drépanocytose. Et donc, c'est un peu comme de la science-fiction, mais aujourd'hui, la réalité, on peut utiliser des outils d'édition génétique pour pouvoir traiter des maladies autrefois incurables et particulièrement des maladies génétiques. Et donc, je suis très persuadé que CRISPR a un grand potentiel et pourra peut-être, d'ici peu, faciliter le traitement du cancer, le traitement du VIH et voire même de l'Alzheimer et tant d'autres maladies. Donc, à mon avis, le CRISPR, c'est en fait vraiment une innovation, et c'est une innovation très, très, très prometteuse. Côté, parce que vous avez parlé des innovations qui vous plaît, vous avez parlé de beaucoup de choses, de la révolution au 21e siècle, de ceux qui ont eu le prix Nobel pour la chimie en 2020 à 2022, ceux qui sont en train de travailler pour le traitement de la drépanocytose, pour le cancer qui peut peut-être dans les années à venir être curable et j'espère avec une certaine progression avoir un traitement du cancer un peu plus à un stade avancé. Mais de votre côté, chez vous, qu'est-ce qui a nourri la passion pour les sciences pharmaceutiques, pour la pharmacie, pour la chimie, parce que on ne sait pas comprendre comment est-ce qu'à partir de quelque part, cette passion naît tout simplement, vous dites, voilà, c'est vers la chimie que je vais me lancer. Oui, je crois que tout a commencé au pays. D'abord, il y a cette curiosité naturelle pour tout ce qui entoure notre monde. Et je pense Mm. que la science, c'est le meilleur lieu où, c'est le meilleur endroit où vous avez les réponses à toutes ces questions. Et deuxièmement, je crois que j'ai été beaucoup plus influencé par notre culture en RDC, où les gens de chez nous utilisent très facilement et très couramment les plantes médicinales. Alors, j'étais toujours Mm. fasciné par le fait que, bon, voilà, c'est quoi en fait la magie derrière toutes ces plantes médicinales, derrière ces recettes? C'est la raison pour laquelle j'ai poursuivi mes études en pharmacie. Et d'ailleurs, j'ai dû consacrer mon travail de fin des cycles de troisième année de G3 quand j'étais au pays, avant de transférer ici aux États-Unis. J'ai dû consacrer mon travail dans les domaines de la pharmacognosie. Donc, nous identifions les plantes médicinales, nous essayons de les analyser pour voir s'il y a des composés chimiques qui sont responsables de l'activité
biologiques que nous observons auprès de la population. Alors, j'ai toujours été façonné par cet aspect culturel. Et également, je parlerai de mon prof de chimie aux humanités. C'était un monsieur très, très fascinant. Il enseignait parfois son cours sans cahier, sans préparation. C'était quand même intéressant de voir quelqu'un qui était très Oui. passionné de la chimie. Et donc, quand j'ai eu mon cours de chimie avec lui, je me suis rendu compte que la plupart des réponses à mes questions, en fait, sont dans les sciences, dans les sciences telles que la chimie, la biologie et tout consort. Et donc, comprendre la matière, comprendre comment est-ce que les atomes se combinent pour former des molécules et que voilà, ces molécules sont aujourd'hui responsables de tout ce qu'on observe au niveau biologique, au niveau de l'environnement. Je crois que ce sont ces aspects qui m'ont beaucoup influencé. Ah, mais là, c'est très ambitieux, mais c'est pas si je devais vous demander alors quelle est votre plus grande ambition. Quand vous êtes dans votre labo, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous motive, faites pour dire, ah, je dois continuer. C'est dans cette lancée que je vais continuer mon chemin. D'abord, je pense que ma plus grande ambition, c'est au fait de, de voir que voilà tout ce qu'on développe comme connaissance, tout ce qu'on développe comme produits, outils chimiques pourront un jour transformer les domaines de la médecine, le domaine de la pharmacie et améliorer notre monde au quotidien. Alors, ce qui me motive le plus, en fait, et surtout comme vous l'avez dit, parfois quand je suis seul dans mon laboratoire et très souvent fatigué, à des heures Oui, tardives, la motivation et la force, au fait, c'est vraiment de croire que, voilà, c'est ce qu'on développe comme connaissance pourront un jour sauver des vies. C'est au fait ça, j'ai eu l'opportunité d'interagir avec plusieurs patients, de personnes qui souffrent de maladies génétiques, de maladies chroniques, et de voir ce que le médicament peut apporter dans leur vie. Et c'est au fait, c'est cette compassion-là. Et je suis très persuadé d'une chose, c'est que les, les grandes avancées scientifiques ou thérapeutiques naissent très souvent de ces cœurs remplis de compassion, d'empathie pour les autres. Et donc, c'est au fait ces grands désirs-là qui me motivent en fait de continuer à pousser, même parfois quand nos manipulations ne marchent pas au laboratoire, quand on échoue, mais on sait oui. que ça vaut la peine de continuer parce que un jour, ces produits pourront un jour sauver des vies, apporter les sourires et changer notre quotidien. Ah, parce que ça, je ne vous le fais pas dire. Moi, je suis entouré des personnes diabétiques, Mhm. des personnes très malades, des personnes qui, il suffit juste d'un petit médicament pour les voir en paix, pour les voir en bonne santé, pour les voir apaisés. Alors ça, je peux comprendre quand quelqu'un dit que vraiment son ambition, c'est de voir qu'un jour, les médicaments, les innovations, sa recherche pourra sauver des vies. En tout cas, c'est encourageant et surtout ambitieux parce que il n'existe pas de plus grande ambition que celle de servir les autres. Exact. Et si je devrais vous remettre un peu plus dans les systèmes éducatifs, vous étudiez à Berkeley, en Californie. Vous êtes en train de faire vos recherches là-bas. Par rapport à votre système éducatif, moi, je suis en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez senti certaines améliorations par rapport au système du pays? Euh, oui, je pense que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs différences par rapport aux deux systèmes et quelques points à mentionner sont, c'est que premièrement, je crois qu'il y a en général une mise à jour régulière des contenus, puisque l'enseignement va de pair avec la recherche. Et je crois que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec l'écosystème scientifique aux États-Unis en général et particulièrement à Berkeley.
Et deuxièmement, je parlerai du fait que la science est réellement et vraiment interdisciplinaire. Et donc, il n'y a pas de barrières. Par exemple, j'ai mon background en pharmacie. Et donc, je suis formé à comprendre les médicaments et depuis sa conception jusqu'à sa dispensation. Mais au niveau de Ouais. laboratoire, j'ai développé des compétences en synthèse organique. Et donc, c'est un peu comme un Mhm. chimiste au laboratoire. Mais actuellement, j'ai fait de la programmation, je fais du génie en génétique, de la biologie moléculaire, de l'immunologie. Et donc, il n'y a pas ces frontières en ce qui concerne les sciences, biomédicales, pharmaceutiques. Donc, toutes ces disciplines viennent ensemble et je pense que c'est ce qui est à la base, au fait, de l'innovation, parce que vous avez les différentes contributions des différentes disciplines qui vous permettent, en fait, de créer quelque chose de nouveau. Entre autres, une grande partie de ma thèse se concentre sur la combinaison de la chimie organique et de l'immunologie. Et je crois que c'est un aspect que j'apprécie beaucoup. Et troisièmement, je parlerai de la qualité de l'écosystème intellectuel, puisque vous savez, aux États-Unis, il y a cette diversité en termes des ethnicités, en termes voilà, des groupes, des races et tout consort. Et je pense que toutes les personnes que vous rencontrez vous apportent une nouvelle façon de voir les choses. Et vous avez aussi l'impression que toutes les personnes que vous rencontrez sur les campus et surtout ceux qui sont au programme de thèse sont très motivés à changer le monde à leur façon. Et je crois que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ici avec le système éducatif actuel aux États-Unis, et particulièrement à UC Berkeley. C'est vraiment intéressant parce que quand on voit le système éducatif chez nous, il y a la diversité qui n'est pas incluse, c'est souvent un problème. Parce que dans la diversité, on se cherche encore davantage, on voit un peu plus loin, on voit qu'on ne sait pas tout, on voit des gens qui sont en train de vouloir faire les choses comme nous, mais à leur façon. Parce que nous pouvons vouloir changer le monde tous ensemble, mais chacun a sa façon de voir les choses. Et de la même manière que je peux tirer de vous quelque chose, de l'autre aussi, je peux tirer toujours autre chose parce que j'ai un jour lu dans un livre de Mark Manson, je crois, où il disait que il faut toujours apprendre de tout et de tous, c'est-à-dire de tout ce qui nous arrive, négatif comme positif, il faut apprendre, mais il faut apprendre aussi de chacun parce que même dans un fou dans celui que nous pouvons appeler fou, il y a toujours une leçon à tirer, quelque chose de bien à tirer. Et je crois que c'est ça. Moi, j'ai toujours considéré que le potentiel aujourd'hui du monde, le potentiel de notre humanité, ce sont les personnes. Et ce n'est même pas l'intelligence artificielle que nous sommes en train d'acquérir parce que pour avoir cette intelligence artificielle, déjà, il faut avoir des personnes qui mettent à disposition cela. Et donc, moi, j'ai toujours considéré que les relations interpersonnelles, ça vaut le coup d'être considéré. Alors, moi, je vais un peu essayer de plonger un peu plus loin. J'ai toujours eu des gens qui m'ont posé des questions. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus chercheur dans votre domaine, mais des gens qui valorisent vraiment les relations et qui ont besoin d'en savoir un peu plus. Des gens qui, pour un simple câlin, sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans leur corps. Les couples aujourd'hui, moi, j'ai un jour essayé de passer du côté du procureur général. Il semble qu'il y a vraiment, au tribunal, il y a beaucoup de cas et de cas surtout aussi basés sur le côté sexuel. Par exemple, la libido en baisse parce que les deux conjoints travaillent excessivement, alors le stress agit. Il y a aussi le timing qui est très, très pris, très chargé. Alors, à un certain moment, on ne sait pas se concentrer aussi du point de vue sexuel, ou lorsqu'un homme est exposé à des stimulus sexuels, il y a toute une réaction. En tout cas, je crois que chacun y a un jour été exposé un jour. Alors, moi, j'ai toujours essayé de vouloir comprendre comment est-ce que la dopamine, par exemple, l'ocytocine, on nous a toujours parlé de ça
les estrogènes chez les dames, comment est-ce que ça agit chez nous et comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec nos hormones, en effet, pour donner quelque chose, pour comprendre son corps quand le corps nous envoie un message et surtout y donner une réponse. Mm. Oui, je dirais que d'abord, je voudrais préciser qu'il y a une composante psychologique mais également une composante Oui. physiologique. Mais je pense que je vais beaucoup plus me baser sur la composante physiologique. Et donc, les hormones en général Oui. agissent comme des messagers chimiques, hein. Par exemple, la dopamine, Oui. c'est une molécule et donc qui peut être sécrétée par une glande. Et très souvent, les hormones, une fois sécrétées par une glande, passent par les torrents sanguins pour pouvoir agir sur un autre organe ou un autre tissu. Et en général, vous avez différents types d'hormones agissant entre, je parlerai en fait du triangle entre le système nerveux central, donc notre cerveau, et voilà notre propre corps, les différents organes, ainsi que l'environnement. Par exemple, la dopamine, c'est au fait l'hormone du plaisir. C'est cette hormone, une fois sécrétée au niveau du corps, vous pousse à rechercher une récompense du désir, du plaisir. Et l'ocytocine, Effectivement. de l'autre côté, c'est l'hormone de l'amour. C'est ce qui renforce au fait ces liens d'attachement. Hein, par exemple, une femme, après avoir mis au monde, sécrète beaucoup d'ocytocine parce que ça lui permet d'allaiter, de créer ces liens de connexion avec l'enfant. Et également, chez les femmes, il y a plusieurs types d'hormones, entre autres la progestérone, qui en général prépare l'arrivée du fœtus, du bébé. Et je crois que la plupart des médicaments, tels que les pilules, essayent d'interférer avec l'action de la progestérone. Et les oestrogènes, en général, c'est cette hormone qui est responsable de la féminité. Vous voyez tous les caractères sexuels féminins. Et je crois chez les hommes, ce sont des androgènes. Alors, en général, c'est que ces messagers chimiques, au fait, communiquent et sont parfois très influencés par tout ce qui nous entoure, au fait. C'est pourquoi je parlais de la composante psychologique. Donc, par exemple, l'exposition aux réseaux sociaux peuvent influencer la façon dont ces hormones sont sécrétées et agissent sur le cerveau, sur certains organes. Et nos interactions quotidiennes avec nos frères, avec nos sœurs, avec les personnes avec qui nous partageons des relations personnelles intimes, influencent au fait toutes ces cascades de réactions ou des sécrétions de messagers chimiques. Donc, c'est tellement fascinant de voir que des petites molécules, par exemple, quand vous voyez la structure de la dopamine, et de vous rendre compte, au fait, de tous les résultats que ces hormones peuvent produire au niveau du corps. Et donc, je crois que il est question de comprendre, au fait, l'influence de votre environnement immédiat sur la façon voilà, de réagir, au fait, de votre corps. Donc, c'est peut-être ça. Et je ne sais pas, c'était quoi votre seconde question? C'était en rapport avec... Alors oui, c'est pour savoir comment ces hormones agissent sur notre attirance, sur notre désir, parce que nous ne comprenons pas souvent comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut y donner une réponse. Une réponse par rapport à nous-mêmes, par exemple. Vous avez parlé de l'hormone de... C'est quelque chose qui est recherché. L'hormone envoie le signal et le signal doit, je pense, revenir avec une réponse. Si je vais un peu plus loin, nous avons aujourd'hui le problème, ou pas tout simplement un problème, le phénomène de la consommation ou tout simplement de la consommation excessive du contenu sexuel. Que ça engendre? La frustration, l'addiction ou des attentes tout simplement irréelles. hmm. Oui, encore une fois de plus, je dirais il y a une composante très psychologique, vous voyez, mais également une composante euh, physiologique. Désolé. Alors, oui, très souvent, ces produits chimiques ou ces mélanges qui sont utilisés comme stimulants sexuels, aussi appelés aphrodisiaques,
Donc, joue un rôle important sur notre système nerveux central, mais également sur l'afflux de sang au niveau de nos organes sexuels. Et donc, les grands problèmes avec l'utilisation, surtout excessive, la consommation excessive de ces produits, c'est que ces produits peuvent devenir en fait comme une drogue, hein. Oui, Et les grands dangers avec une drogue, c'est que en général, une drogue entraîne ce qu'on appelle l'accoutumance, autrement oui, appelée la tolérance. Et donc, il y aura nécessité d'augmenter la dose pour ressentir le même effet. Donc, disons, oui, si vous avez pris une bouteille, vous êtes au niveau 1, c'est ça le niveau basal, et il vous oui, faudra, par exemple, monter au niveau 2 pour ressentir le même effet. Et ça, oui, ça entraîne généralement l'addiction. Et voilà. Et deuxièmement, c'est ce que je voulais parler, c'est la dépendance, l'addiction, au fait. Et donc, avec le temps, ceci pourra entraîner beaucoup de toxicité au niveau de votre corps. Parce que, gardons toujours à l'esprit que tous ces produits, hein, surtout les produits qui ne sont pas réglementés, ont souvent une toxicité dont on ignore. Donc, il existe très peu d'études effectuées sur la toxicité, que ce soit à court terme ou à long terme de ces produits. Donc, il est important de prendre ces produits avec beaucoup de précautions. Et pour de jeunes chercheurs, je pense qu'il est impératif de pouvoir envisager euh, développer des recherches, des études qui permettront de faire un suivi à long terme des personnes qui consomment très fréquemment ou très régulièrement ces produits. Et ceci nous donnera une idée un peu plus claire de l'impact et de l'influence de ces produits sur les comportements, mais également sur la physiologie de notre corps. Donc, il faut un certain recul pour voir cela, n'est-ce pas, comme une sorte d'éducation, s'éduquer, avoir une éducation sexuelle bien fixe, bien enrichie pour ne pas tomber dans ces addictions dont vous avez parlé, soit des excès, des attentes irréelles, parce qu'il y a ces phénomènes, il y a toujours des phénomènes où on pose à des jeunes des questions de savoir à quoi ils s'attendent. Alors, on a souvent l'impression de s'attendre à quelque chose qu'on a vu et qu'on a besoin de réaliser aussi de sa part. Pourtant, c'est souvent irréel. On attend quelque chose d'irréel, on ne prend pas plaisir là, à l'instant T, parce que on a certaines attentes qui ne sont pas comblées. C'était ça, en tout cas, parce que la consommation, moi j'ai posé la question la consommation et la consommation Ex- excessive. Donc il y en a qui consomment, mais qui ne consomment pas excessivement. Et c'est vraiment, Oui. Mm, c'est toute une problématique, en tout cas, une grande problématique. mm. Et je crois, pour des chercheurs, il doit y avoir des réponses. En tout cas, la science doit donner des réponses pour se mettre dans le juste milieu. Oui, et donc, oui, je suis tout à fait d'avis avec vous. L'éducation sexuelle est très importante et surtout éduquer la communauté. Et c'est pourquoi je pense que nous qui sommes en sciences, nous avons cette responsabilité de parler voilà, des Oui, conséquences et voire même du bienfait de ces produits, hein, à la communauté pour qu'ils sachent au fait c'est à quoi ils s'exposent, quels sont les bénéfices. Et je crois que l'éducation sexuelle, l'éducation en général de la communauté est très importante. effectivement. Parce que quand on va parler aussi de l'éducation sexuelle toujours, on a le phénomène des pilules contraceptives, par exemple, aujourd'hui. Les antirétroviraux, ça c'est autre chose, mais en quoi la chimie joue un rôle dans la fabrication de ces traitements. Hmm. Oui, par exemple, je parlerai en général d'abord des médicaments. Et les médicaments en général sont constitués des molécules chimiques. Et très souvent, il y a la catégorie qu'on appelle les small molecules, donc les petites molécules. Ils ont un poids moléculaire euh,
inférieures à 500 Dalton. Il y a des larges molécules et voire même des molécules biologiques, hein, telles que les anticorps qui sont utilisés comme médicaments. Et donc, à la base, il y a cette combinaison des atomes qui constitue au fait toutes ces molécules. Et donc, la chimie joue un rôle très important, par exemple, dans la fabrication, dans la synthèse de toutes ces différentes molécules. Et donc, ces molécules sont constituées, sont considérées comme étant des substances étrangères. C'est pourquoi qui dit médicament égale xénobiotique. Donc, xéno qui veut dire étranger. Donc, ce sont des substances étrangères au niveau du corps. Et donc, une fois que quelqu'un prend un médicament, il y a en général deux, je parlerai de deux volets. Il y a ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Donc, vous avez le fait du corps sur les médicaments, puisque le corps doit réagir face aux médicaments. Donc, le corps doit absorber, le corps doit distribuer le médicament, doit les métaboliser, les convertir. C'est à ce niveau-là que la toxicité de certains produits interviennent, puisque le produit peut être en soi non toxique, mais une fois dans le corps, le médicament, c'est cette molécule subit des transformations chimiques et devient un poison. Et donc, ça, c'est l'aspect pharmacocinétique. Mais il y a également l'aspect qu'on appelle la pharmacodynamie. Ça, c'est maintenant l'effet du médicament ou de la molécule sur les corps. Et en général, ces molécules interagissent, il y a des interactions chimiques entre le médicament et la cible biologique au niveau du corps. Alors, prenons un exemple très concret, l'exemple des pilules, comme vous l'avez mentionné. Parlons de la pilule du lendemain. Et la molécule active est très souvent ce qu'on appelle lévonorgestrel, qui est en fait tout simplement une molécule ayant une structure chimique similaire à la progestérone. Et comme je l'avais mentionné précédemment, la progestérone, c'est cette hormone chez la femme qui prépare l'ovulation et facilite au fait la nidation du bébé. Et donc, après des relations sexuelles non protégées, les gens prennent une pilule de lendemain qui va devoir interagir, interférer, hein, inhiber l'action de la progestérone et empêcher au fait l'ovulation ou la nidation Oui. de l'œuf ovulé. Donc, à la base, vous allez vous rendre compte que la chimie influence voilà, les pilules, les médicaments en général. Et pour finir, je parlerai des antiviraux ou antirétroviraux, comme vous avez dit. Parlons tout simplement de la classe de médicaments qu'on appelle les anti-infectieuses. Donc, ce sont ces médicaments qui sont censés détruire les agents infectieux, les agents qui causent des infections. Or, une Oui. infection peut être d'origine virale, d'origine bactérienne et tout consort. Donc, à la base, il est très, très, très fascinant de remarquer que une petite molécule chimique, par exemple avec une structure très bien Oui. déterminée, peut détruire les virus, peut empêcher sa réplication, peut détruire les parasites et tant d'autres agents infectieux. Oui. Et c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, chez nous, surtout pour des pays où il n'y a pas une surveillance stricte de la consommation de ces médicaments, par exemple de la pilule contraceptive, ça pose problème. Ça pose problème. C'est vraiment quelque chose parce qu'il y a une consommation. On ne sait pas dans quel délai prendre, on ne sait pas après combien de temps on peut encore consommer. D'autres, on ne sait pas. On est en train de jauger entre peur et ignorance. Et c'est vraiment un problème. C'est pourquoi, pour ma prochaine question, moi, je vais vous demander si on peut toujours se fier à l'information scientifique plutôt que nos croyances, nos cultures, les rumeurs. Est-ce que la recherche, l'information scientifique a un certain poids que ces croyances-là ne peuvent pas avoir aujourd'hui dans notre vie? Hmm. Très belle question. Oui, la réponse est oui. Très souvent, les informations scientifiques sont basées sur des faits, hein, sont les résultats voilà, des recherches et des analyses au laboratoire. Et ces résultats sont en quelque sorte accurate, comme on le dit en anglais.
Et je reconnais qu'il y a une place importante que nous devons accorder à nos croyances culturelles, puisque c'est l'aspect anthropologique, à nos coutumes, et voilà. Mais je pense que l'information scientifique est beaucoup plus crédible parce qu'elle se base sur des faits. Et donc, s'informer, surtout actuellement avec l'accessibilité à l'Internet, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et encore une fois, comme je l'ai dit, nous chercheurs, nous avons la responsabilité de partager en utilisant des termes beaucoup plus simples, hein, toutes les connaissances Oui, que nous avons apprises. Par exemple, la pilule du lendemain, quand est-ce qu'il faudrait les prendre et pourquoi? Et expliquer en oui, fait le bénéfice et le risque associés à ces médicaments, hein, parce qu'il faudrait rappeler que tout médicament est un poison. Et donc, il faudrait décourager, par exemple, certaines habitudes, certaines rumeurs qui entraînent le mésusage, de phénomènes tels que le mésusage de médicaments, l'automédication et tout consort, qui pourront à la longue entraîner des effets néfastes. Donc, je crois qu'il est important de s'informer et je pense très bien que quelqu'un a dit que à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Donc, je pense que parfois, il faudrait juste oui, s'asseoir oui. et vérifier sur Google ou avec l'intelligence artificielle pour voir en fait c'est à quoi on s'expose. En tout cas, moi, j'ai eu le grand plaisir un jour d'inviter avec moi le monsieur Josué Mwambali, qui est étudiant en dernière année de médecine aussi à l'Université catholique de Bukavu. On a parlé de tout ça et comme vous avez parlé de l'information, ça me rappelle quelque chose. Moi, je lui ai parlé des inégalités même à l'accès à l'information. Parce que tout le monde n'a pas accès aux mêmes informations que nous avons aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, avec Google qui, à tout moment, on peut trouver ce qu'on recherche facilement. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours, on peut se dire, ah, peut-être j'ai raté quelque chose là. Tape, il y a quelque, directement sur Google, à partir de l'intelligence artificielle, de ChatGPT qu'on utilise très souvent à Bukavu. Les jeunes, en tout cas, avec ChatGPT, on est très collés sur là. ChatGPT, en tout cas, chez nous, il est maître. Il est maître, en tout cas. Donc, on vise, on cherche Je comme pense ça, que on c'est regarde. Mais universel en fait. Il y a... et oui, bon, c'est pas parce que je ne saurais pas confirmer quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté ailleurs, mais en tout cas, ici, chez nous, ChatGPT, il est maître. Si aujourd'hui, on devait juste annuler ChatGPT à Bukavu, peut-être partout au Congo, les jeunes, on ne saurait pas, on ne saurait pas vraiment faire quelque chose. Et donc, dans la manière d'utilisation, même nous qui avons certaines informations, on ne les utilise pas très souvent pour évoluer. C'est ça le danger. C'est là que je vais chuter pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on sait qu'elle agit dans la biologie, dans les sciences, mais est-ce que quand on ne sait pas utiliser ces intelligences artificielles, on n'est pas en train de reculer? Est-ce qu'on ne laisse pas l'intelligence artificielle faire tout à notre place et nous-mêmes devenir encore, vous allez m'excuser pour les termes, mais plus bêtes qu'avant? Parce que c'est ça, malheureusement, la triste vérité si on ne les utilise pas à bon escient. Hmm. Oui, je suis persuadé que l'intelligence artificielle a changé à notre quotidien et l'intelligence artificielle continue à influencer en tous les domaines de notre vie. Et concernant l'utilisation, je pense que je vais vous partager une publication qui Oui, rapporte que voilà l'utilisation, je pourrais dire un peu addictive de l'intelligence artificielle peut influencer de façon négative votre façon de réfléchir. Donc, il y a toujours ces aspects qu'il faudrait garder à l'esprit. Mais à mon avis, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil très, très...
puissant qui nous permet en fait de gagner du temps. Et je dois préciser que dans les domaines des sciences, par exemple en chimie, en biologie ou dans les domaines des sciences biomédicales et pharmaceutiques en général, quand on parle de l'intelligence artificielle, très souvent on fait allusion au machine learning. Hein, vous savez, l'intelligence Yeah. artificielle, c'est un grand domaine et Mm. dans lesquels il y a le machine learning, deep learning, robotics et tout consort. Alors, le principe avec le machine learning, c'est que vous avez une base de données constituée des informations et vous avez une machine ou un modèle que vous allez entraîner et ce modèle va vous permettre de faire des prédictions si le degré de liberté est assez intolérable et tout ça. Donc, ça vous permet, par exemple, si je dois parler du domaine des drug discovery dans mes recherches, le machine learning ou bien l'intelligence artificielle me permet de gagner du temps dans ce sens où, au lieu de passer 2 semaines au laboratoire en train de tester 10 000 molécules pour voir laquelle est moins toxique contre voilà, dans les cellules humaines, et je peux tout simplement entraîner ces modèles avec toutes les différentes molécules qui existent sur les marchés et ces modèles vont me permettre de prédire en fait. Et je crois que ça, c'est l'utilisation rationnelle en fait de l'intelligence artificielle. Et j'ai quand même beaucoup de réserves concernant la biologie. Je pense que premièrement, nous connaissons très peu sur la biologie. Par exemple, c'est la façon dont notre corps fonctionne et même au niveau élémentaire, du jour au jour, nous arrivons à découvrir des nouvelles fonctions biologiques. Et deuxièmement, la littérature ou les données que nous avons ne sont pas toujours fiables. Donc, il y a des biais. Et donc, c'est confier tout simplement ou aveuglément à l'intelligence artificielle pourra être misleading dans ce sens-là. Donc, bref, je crois que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde de la science et de l'éducation. Et par exemple, dans les universités, moi personnellement, je ne veux pas décourager l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle doit plutôt être intégrée. C'est un peu comme avec l'avenue de la calculette. Vous voyez, voilà, le prof a compris qu'il faudrait tout simplement permettre aux étudiants d'utiliser la calculette pour voilà, Oui. essayer de résoudre des questions de maths, mais plutôt changer notre façon de poser des questions, d'évaluer les étudiants. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on pourra en tirer profit au fait de cette intelligence artificielle. Sinon, il sera très difficile d'interdire aux jeunes de faire recours à l'intelligence artificielle. Ah non, non, ça c'est déjà difficile et je crois que, comme vous l'avez dit, on a besoin de l'intelligence artificielle aujourd'hui, plus que jamais. D'ailleurs, on a besoin de l'intelligence artificielle pour innover, pour Exact. évoluer, mais à la seule différence, comme vous l'avez dit, bien utiliser ça, sinon on risque d'être en train de régresser plutôt que de progresser, De d'aller progresser. euh, un peu plus Hmm. à un niveau supérieur. Alors, Oui. si je dois encore revenir à vous, si je dois parler de vous, il y a le STEM for Development dont maintenant pour l'Afrique, vous êtes à la tête. Je sais pas, les SFD. Yep. Il y a des étudiants qui rêvent réellement d'aller étudier à l'étranger parce qu'ils sont tout aussi que vous, ils veulent changer des choses, ils veulent changer le monde. Et parfois, on ne doit pas se voiler la face. À l'étranger, c'est là que se trouve la meilleure solution. Alors, si je dois un peu combiner mes questions sans que ça nous perturbe, je voudrais vous demander pour vous, quel est d'abord en acceptant d'être à la tête du SFD, ce qu'il dit du SFD, System for Development, pour les affaires africaines, vous avez quelle ambition là-bas, quel est l'objectif et surtout, qu'est-ce que vous direz à un jeune qui rêve d'aller étudier à l'étranger? Hmm. Mon objectif, c'est de tout simplement travailler en collaboration avec l'équipe de STEM for Development pour pouvoir créer des partenariats avec des universités en Afrique, hein, puisque Oui,
Je suis persuadé que les futurs de la science, hein, ou je peux dire comment, the next generation of scientists, la prochaine génération de chercheurs proviendront du SAF, hein, les globes du Sud, en fait, hein, les SAF, les Global Ah, SAF. est-ce Et, que pour ça, on doit dire Alléluia? et, et particulièrement au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et donc, Oui. il y a parfois les gaps entre voilà, l'admission au programme, par exemple, de troisième cycle dans des grandes universités et les compétences acquises à l'université. Et je crois que notre formation, elle est bonne, hein, à la base, mais parfois il nous faut des informations sur, par exemple, comment contacter un advisor, comment préparer sa candidature, comment identifier un programme de bourse, comment procéder avec les cold emails et tout consort. Et donc, notre mission à ces postes peut se résumer en deux points. Premièrement, faciliter le partenariat entre Stanford Development, qui est une organisation à but lucratif qui accompagne les étudiants dans le processus d'admission, particulièrement au programme de troisième cycle, entre autres les masters et les thèses, dans le domaine des STEM, donc Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et deuxièmement, c'est de faciliter au fait à STEM for Development l'accès au système francophone. Hein, comme vous allez le remarquer très souvent, les pays anglophones ont de l'avance par rapport aux pays francophones. Alors, ces déficits de la langue Effectivement. nous posent problème et donc nous voulons essayer d'adopter un système bilingue où nous allons recruter Oui. les étudiants talentueux des différents pays francophones ou des étudiants des universités francophones en Afrique subsaharienne, tels que chez nous au pays, hein, au Cameroun, au Mali et euh, ailleurs et essayer au fait, mettre à la disposition de ces étudiants des ressources pour leur permettre de réussir, au fait, pendant le processus d'application des candidatures au programme de troisième cycle. Alors, pour chuter, comme conseil que je partagerai à un étudiant ou à un jeune qui vise poursuivre ses études à l'étranger, par exemple aux États-Unis ou voilà, ailleurs, c'est de premièrement maîtriser la langue anglaise. Je pense Oui. qu'il est Oh, impératif. l'anglais qui nous a déjà assommés. Donc, je pense qu'il est possible, hein. Et à mon avis, Oui. je suis persuadé que l'anglais est beaucoup plus facile à apprendre que le français. Vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, Ah, oui, que ah. en anglais, il y a très En peu. tout cas, moi, si je dois vous donner une petite anecdote, en tout cas, moi, je connais des gens qui ne savent dire que, ah, how are you? Yeah, I'm so-so. Ou, I'm 50-50. 50-50. Ça existe. Exactement. Yeah. On a toujours appris ça. Greetings and salutations, on a toujours appris ça. How are Exactement. you? Pour répondre, I'm so-so. I'm so I'm so 50-50. 50-50. Exactement. Et je Ah pense oui. que la raison pour laquelle on a parfois du mal à apprendre l'anglais et à devenir très performant, c'est parce que très souvent dans notre système éducatif, nous étudions l'anglais comme étant une science, vous voyez, et parfois il est très difficile parce que on a peur de se faire évaluer et d'échouer. Mais si vous apprenez Oui. l'anglais comme étant une langue, it's a language, vous essayez tout simplement de enjoy, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, l'anglais est très facile, est plus facile à apprendre que le français. Et donc, comme suggestion, je pense qu'à l'avenir, on pourra peut-être intégrer l'anglais comme langue d'éducation au niveau national. Je crois que ça va nous rendre beaucoup plus compétitifs au niveau international. Donc, c'est le premier point parce que vous allez devoir communiquer en anglais, étudier en anglais. Et d'ailleurs, les meilleurs articles ou publications scientifiques sont en anglais. Donc, si vous voulez avoir accès à l'information à jour, vous êtes censé maîtriser cette langue. Et deuxièmement, je parlerai de vous créer un network, de toujours contacter, reach out. Si vous connaissez un alumna, un ancien de votre université qui a été aux étrangers, n'hésitez pas à les contacter parce que ces personnes vous servira de bon, voilà, vont vous passer des informations
et des orientations qui vont vous permettre évidemment d'être à des réussites dans votre processus d'admission. Et troisièmement, je parlerai en fait de tout simplement être curieux. Je pense que c'est quelque chose que nous devons vraiment développer chez nous. Essayer de lire et de relire. Les informations sont généralement là accès, les bourses et comment procéder. Et je pense que la responsabilité nous revient de temps en temps d'avoir le temps de lire, et de nous informer, d'identifier ces programmes de bourse. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que STEM for Development, par exemple, va nous permettre de recruter ces étudiants talentueux et qui ont besoin des orientations et de les accompagner avec un programme de mentorat, surtout les one-on-one, pour faciliter en fait les processus d'admission. Oui, mais vous avez parlé de ça et je vais revenir sur le cas d'inégalité. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes ambitieux aujourd'hui. Moi, je ne suis pas en train de plaider une cause pour dire je vais me mettre du côté de la victime ou du coupable. Non, mais c'est une réalité. Et la réalité est telle qu'il y a beaucoup de jeunes curieux, beaucoup de jeunes très ambitieux. Beaucoup de jeunes qui veulent voir les choses changer, qui veulent innover, qui veulent contribuer au bien-être du pays, du monde entier, mais à un moment donné se sentent bloqués, premièrement, par les finances. Ça, c'est un grand problème. Les finances. Comment est-ce que je vais mettre à disposition ce que je sais, ce que je peux apporter? Premièrement, vous avez donné une clé, être toujours connecté, avoir des gens avec qui toujours parler pour savoir quelles sont les chances d'avoir des bourses. Vous avez donné aussi la piste de la langue. Il faut comprendre l'anglais, il ne faut pas rester dans les I am so, dans dans le English, tout simplement. Il faut essayer de performer, d'aller un peu plus loin. Mais c'est le problème aujourd'hui, je crois, de l'argent. Et beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça parce que moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, l'argent a toujours été là, mais c'est juste vous qui ne savez pas comment acquérir des opportunités. C'est pourquoi je vais revenir à vous. Vous avez dit que vous avez été transféré. Peut-être que pour des gens qui nous suivent, ils ne vont pas comprendre ce que signifie transférer. Est-ce que c'était une bourse d'études? Est-ce que vous êtes parti par vos propres frais? Il faut un certain un éclaircissement, si je peux me permettre de vous demander un peu par rapport à vous-même, qu'est-ce que cela signifie? Oui, en fait, j'ai été bénéficiaire d'une bourse et je crois que c'est quelque chose que j'apprécie avec les systèmes éducatifs ici, c'est que je pense qu'ils mettent vraiment du paquet du financement pour pouvoir accompagner les étudiants. Et donc, je pense que j'ai bénéficié d'abord La COVID m'a profité, puisque premièrement, c'était Ah, pendant la période de la COVID, et vous savez que voilà, les oui, activités étaient en mode shutdown. Et oui, évidemment, je n'étais pas resté main croisée. C'est que je faisais, je partais au laboratoire, je faisais mes recherches. Et en même temps, j'ai toujours eu cette ambition à poursuivre les études de troisième cycle. Et pour moi, c'était un challenge, le fait que je suis à la maison, nous n'avons pas cours, c'est de la COVID. Mais dans ce challenge-là, j'ai dû voir une opportunité. Et l'opportunité, c'était de chercher des collaborations entre les universités américaines et voilà, surtout les départements ou la faculté de pharmacie. Et c'est de cette façon que voilà, je pense qu'il y a quand même une composante comment est-ce qu'on appelle ça, un serendipity, donc un peu comme la oui, sérendipité. Et donc, il fallait avoir la maîtrise de la langue. À cette époque-là, j'avais un bon niveau d'anglais puisque j'ai toujours oui, été curieux, j'aime lire les articles scientifiques. Et c'était en général un des critères déterminants. Il fallait tout simplement passer le test. Et si vous avez un bon niveau d'anglais et un bon parcours académique, vous seriez en mesure de transférer. Donc, c'est de cette façon que je bénéficiais de la bourse qu'on appelle une National Rocket Scholar qui oui, m'a permis de transférer aux États-Unis. Et une fois arrivé,
il existait encore plusieurs opportunités des bourses au niveau de l'université des Toledo où j'ai fini. Et donc, en général, aux États-Unis, il y a des programmes, des bourses, des programmes d'échange. Il existe aussi des programmes de bourses de troisième cycle. Et par exemple, je peux vous choquer en vous disant qu'il est possible de passer directement de la thèse sans faire un master. C'est très fréquent et c'est Oui, très possible. Et donc, c'est pour dire que voilà, l'information, elle est importante et c'est pourquoi nous pensons que notre plus grande responsabilité, c'est de partager cette information. Et donc, oui, d'ici peu, nous aurons des webinars que nous allons partager oui, avec tout le monde où nous allons parler oui. de comment procéder avec voilà, les démarches pour obtenir une admission, et particulièrement pour les programmes de troisième cycle. Comment identifier un bon prof, un laboratoire ou un programme d'intérêt. Comment, voilà, identifier les financements qui est disponible à votre portée et comment bénéficier de toutes ces opportunités. Mm. Moi, de ma part, si je dois juste retenir une chose, je crois que pour aller plus loin, il faut déjà faire quelque chose avec ce qu'on a. Parce que vous n'êtes pas resté bras croisés, comme vous l'avez dit. Vous étiez toujours au labo en train de faire Ouais. vos recherches. Je crois que c'est ça aussi qui caractérise la grâce. Oui, Les gens qui parlent de chance ou de exactement. grâce, c'est parce que la grâce ne retrouve pas des gens qui étaient juste Yeah. là en train En main d'observer. Il faut croisée. déjà, ouais, il faut déjà partir de quelque chose, de quelque Exactement. part, Hmm. faire quelque chose avec le moyen des bords et essayer toujours avoir cet esprit-là Hmm. de faire mieux. Hmm. Et c'est peut-être comme ça que la grâce, pour ceux qui y croient, pourra Va vous accompagner. localiser. Yeah. C'est Oui, pourquoi effectivement. une de mes citations préférées, je crois que c'est celle de Louis Pasteur qui dit que, en anglais, il dit Chances favors prepare minds. Je crois en français, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Donc, c'est tout simplement pour dire que la préparation intrinsèque est importante. Et je crois que même le Seigneur Jésus a dit que voilà, à celui qui a, on y ajoutera. Donc, il faudrait quand même avoir quelque chose. Donc, il est Oui, important oui. de se préparer. Oui, pour ma dernière question, moi, je vais vous demander, parce que vous êtes chrétien, vous êtes rêveur, vous êtes ambitieux, vous êtes debout. Moi, j'aimerais savoir plus est-ce que la recherche scientifique peut, peut être gérée concomitamment avec les valeurs éthiques, les valeurs religieuses, les valeurs chrétiennes? Comment est-ce qu'un chercheur parvient à gérer tout ça, à combiner pour ne pas blesser l'un ou l'autre? Oui, euh, je pense qu'il est possible. Et d'ailleurs, l'éthique scientifique, c'est un des piliers, voyez-vous. Oui. Et la science doit être toujours faite avec l'idée de servir au fait le bien-être universel. Et je crois que il y a un adage qui dit science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Voilà, cette Voilà. conscience, c'est la partie éthique, ethos. Donc, je crois qu'il est possible de combiner la science avec le valeur morale, le valeur chrétienne, les valeurs humaines. Et ceci va nous permettre de faire bon usage de la science. Et par exemple, je vous ai parlé de CRISPR, qui est cette technologie ou cet outil chimique des modifications génétiques. Et donc, s'il n'y a pas conscience, s'il n'y a pas éthique, on pourra l'utiliser pour, voilà, faire tout ce qu'on veut. On pourra Oui, modifier, par effectivement. exemple, voilà, X ou Y gènes au niveau du corps parce qu'on veut améliorer. Et donc, ça fait partie de l'utilisation non éthique. Donc, j'ai fait partie des personnes qui encouragent l'utilisation éthique de toutes les technologies que nous développons. Et surtout, comme je l'ai dit au préalable, que voilà, la science motivée ou guidée par l'empathie, la compassion, le sens du bien-être conduit toujours à des résultats, à de l'amélioration de la vie. Donc, il est important de garder ces valeurs lorsqu'on poursuit la Ouais. science, malgré la curiosité, puisqu'il y a aussi cette partie de la curiosité intellectuelle qu'il faudrait mentionner, surtout pour les chercheurs.
Par exemple, quand je suis dans mon laboratoire, quand j'ai fait de la synthèse organique, c'est un peu excitant en fait. C'est très satisfaisant de savoir que voilà, vous créez une nouvelle molécule qui n'a jamais existé dans l'univers. C'est génial, n'est-ce pas? Mais vous devez Oui, en toujours, tout cas, très beau. C'est mais vous devez, grandiose. mais vous devez toujours garder à l'esprit, c'est quoi au fait la nécessité, voyez-vous? Et donc, savoir balancer hein, cette curiosité intellectuelle et surtout et être conscient en fait parfois des dangers et surtout de l'utilisation irrationnelle des connaissances que nous produisons. Donc, la science peut marcher ou doit marcher de pair avec l'éthique pour servir au bien-être de la communauté. Et moi, je vais ajouter, je pense que qu'on soit athée, chrétien, c'est pas moi, tout ce qu'on veut. La seule ligne conductrice qu'on doit avoir, c'est servir Oui, l'univers. le Je ne veux pas service. dire les genres humains parce qu'il n'y a pas que les genres humains que nous servons chaque jour, non. Même les microbes, même les Exactement. microbes que nous commentons, je crois que il y a une complémentarité des êtres, c'est vous qui le savez mieux que Oui, moi. On a besoin même de ces microbes que nous chassons, mais exactement. ça, je ne veux pas passer pas un débat, il ne faudra pas qu'on dise que je suis en train de promouvoir les microbes. Donc, voilà, c'est limité par là et je crois c'est très enrichissant ce que vous avez dit. C'est Merci très beaucoup. beau, c'est très ambitieux, c'est très encourageant. Ensemble, on va faire petit à petit, on va porter notre pierre à l'édifice. En tout cas, on ne fera pas tout, mais le peu qu'on puisse faire, nous sommes sûrs que ça va aider le monde, l'univers, pas seulement le monde, mais l'univers à évoluer, à aller de l'avant. Alors là, je vais vous poser quelques questions. Ce ne sont pas des questions par oui ou non, mais des questions auxquelles vous pouvez donner juste une courte réponse, soit une phrase, soit un mot. Vous OK. y répondez. Ça, c'est pour que les gens qui nous suivent puissent mieux vous connaître et peut-être moi encore davantage. Allons-y, Effectivement. merci. Donc, top, c'est parti. Je vais vous poser des questions et vous allez. C'est juste des questions, vraiment des questions de vie, pas des questions qui vont vous embarrasser, j'espère. Alors, la première question, quel genre de personne vous inspire le plus? Je dirais les personnes qui sont remplies du sens du service, de la simplicité, de l'humilité et d'intégrité. Je pense que ce sont ces genres de personnes qui m'inspirent les plus. Et donc, j'aime bien la simplicité, l'humilité et le sens du service. Et voilà, ce sont en fait les qualités que, que je regarde toujours et que je recherche auprès de personnes. Bon, et quelle partie de vous préférez-vous aujourd'hui? Partie de moi, j'en veux parler de mon esprit à mes corps ou... Non, qu'est-ce que chez vous, hein, la ou- partie de vous que vous Ok. préférez? Je ne sais pas si on est Je Donc, parlerai de... il Oui, faut je une comprends. précision scientifique. Je Précision de comprends. mots. Oui, je comprends. Je pense que j'aime bien mes valeurs, hein, la personnalité, si je dois parler de ça, mais également la partie intellect. Je pense que c'est quelque chose que je nourris au quotidien et que je préfère les plus. Yeah. Oui. Si vous avez un jour pleuré, qu'est-ce qui vous fait pleurer facilement? Euh, Ah, Ce sont de très belles questions. Ce qui me fait pleurer oui. facilement, Mhm. c'est lorsque je me rends compte qu'il y a, bon, malheureusement, qu'il y a des circonstances ou des facteurs sur lesquels on ne peut pas contrôler, hein, que l'on ne peut pas contrôler, ou sur lesquels on ne peut pas, voilà. Donc, vous savez, dans la vie, il y a toujours des facteurs que l'on peut contrôler et il y a aussi des facteurs qu'on a du mal à gérer. Alors, ce sont ces genres de... Je crois que ça crée de la frustration, en fait, Ah, puisque ça c'est beau. au fur et à mesure que j'ai grandi, je crois que j'ai parfois appris à être possessif. J'aime bien comprendre, j'aime bien être là. Par exemple, quand je fais la recherche, j'aime bien avoir le focus. Alors,
je me rends compte que la vie, ce n'est pas comme de la recherche, en fait. La vie est très Ah, complexe. Alors, il arrive oui. des fois que, voilà, vous faites face à des réalités que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, je crois que ça fait quand même pleurer. Ah. Et ça, c'est cool. Ah. Est-ce que vous tombez amoureux facilement? De qui ou de quoi? Oui, de la science. Ah non, 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 non. Oui. Il y a pas que des sciences, quand même. Yeah. Alors, oui, je pense que je tombe amoureux facilement. De quoi je parlerai ou de qui? Bon, parlons d'abord de quoi. Je pense que je suis très attiré, fasciné par des personnes, des valeurs. Je crois que c'est quelque chose que nous perdons du jour au jour au niveau de la communauté. Alors, quand je rencontre des personnes qui ont des valeurs ou qui sont prêts à rester fermes sur leurs valeurs, je pense qu'il y a cette connexion qui s'établit. Et donc, du coup, il y a cette appréciation et surtout des personnes qui sont prêtes à accepter des critiques. Parce que, bon, voilà, il faudrait, par exemple, se tenir ferme sur les valeurs morales. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Et donc, entre autres, l'intégrité, les personnes qui encouragent le service, mais également les personnes qui savent appeler mal, mal, puisque parfois, c'est ça, surtout au niveau de notre économie. Oui, Donc, oui. les personnes qui combattent la corruption, les personnes qui veulent changer nos conditions, ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup. Et donc, c'est peut-être ça. Est-ce qu'en un mot, vous pourrez vous définir? En un mot. En un mot. Un mot. OK. Un seul. Je parlerai de simple. Simple. Yeah. C'est ça qu'on retire. Yeah. Simple. Donc, Oui. on a une personne simple aujourd'hui. Oui. J'aime bien la simplicité et je pense que Hmm. même avec la science, et je crois qu'on a parlé de l'ADN, de molécules, vous allez vous rendre compte que l'ADN, en fait, c'est tout simplement une combinaison des quatre, hein, quatre qu'on appelle bases, des quatre bases ou nucléotides, et ce sont quatre différentes molécules qui constituent au fait la base de tout ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, quand on vous regarde, je crois qu'on vous a souvent dit, ah, monsieur Urbain, vous ressemblez soit à votre père ou à votre mère. Alors, les... Ou ni l'un ni l'autre. ou ni l'un ni l'autre. Alors, vous allez vous rendre compte qu'à la base, au fait, c'est tout simplement cette information génétique. Et quand je travaille au laboratoire avec l'ADN, je me rends compte que voilà, c'est l'ADN qui est responsable de la vie, de tout ce qu'on a Oui, comme information. Et vous vous rendez compte que c'est tellement simple. Et donc, Dieu s'est caché des grandes choses dans la simplicité. Et c'est vraiment. pourquoi je dirais simple, c'est ça. Oui. Quel a été le moment le plus difficile de votre vie? Si c'est pas privé, bien sûr. Je pense que le moment le plus difficile de ma vie, c'est peut-être quand j'ai dû commencer mes études à l'université de Kinshasa. Voilà, il fallait s'adapter aux réalités du terrain. Et je ne viens pas d'une famille riche, je viens d'une famille modeste. Et donc, voilà, il fallait vraiment, en fait, comme les Quinois les disent, kokemba, hein. Donc, il fallait, Il y a aussi un pote qui me disait Koé Taliban. c'est ça. Et donc, vous voyez, l'UNIKIN m'a formé au fait. Donc, c'était un peu comme, je crois que c'est ça, ça fait partie de la formation, en fait. Ça m'a aidé à être résilient. Voilà, vous étudiez dans un auditoire de plus de 800 étudiants. Vous arrivez, il n'y a presque pas de place et les réalités en famille ne sont pas très favorables. Et je crois que c'était une période pas facile, pas du tout facile. Mais j'ai vraiment appris à être résilient et voilà, être persévérant. Y a-t-il un jour une phrase qu'on vous a dite et que vous n'oublierez jamais? Oui, je pense que c'est une phrase de ma mère. Elle m'a Oui. toujours répété, ça je ne l'oublie pas, que la patience est amère, mais son fruit est délicieux. Et je crois que cette Ah, phrase est restée là dans mon cerveau jusqu'à la aujourd'hui. sagesse. Ouais. J'ai Et- appris et j'apprends toujours à être patient. oui, ouais, Ouais. c'est très important, surtout pour un chercheur. Sinon,
Vous allez innover ce qui va nous détruire à petit feu. Vraiment. Oui, oui. Chez vous, votre personne, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? Je pense que je suis fier de l'homme que je deviens et je pense que c'est une combinaison des différents facteurs, voilà, ma personnalité, d'abord en tant qu'individu et aussi en tant que chrétien et également en tant que chercheur. Donc, je crois que j'aime cette personnalité, cette combinaison en fait. Oui, vous avez parlé des gens à qui vous pouvez faire confiance et tout, mais si vous avez aussi parlé de, c'est-à-dire l'opposé, vous gêne. C'est pourquoi je peux vous demander quel genre de personne vous ne pouvez plus supporter. Mais je vais transformer cette question. Oui, je vais transformer ça. Je vais voir une autre manière de voir ça. Ah oui, en disant s'il y a une chose que vous devriez changer dans le monde, ça serait laquelle? Une chose a changé dans le monde. Je Oui. pense que ce serait peut-être la façon dont on conçoit les, le leadership, si je peux m'expliquer. Je crois que pour la plupart des personnes, on pense que le leadership, c'est le lien entre je peux dire comment, un oppresseur et un oppresseur. Vous voyez, surtout chez nous en Oui. Afrique, quand par exemple on devient ministre, voilà, au lieu de servir les autres, alors c'est nous qu'on sert. Alors je crois que c'est Oui. quelque chose que je voudrais vraiment changer. À mon avis, être leader, être ministre, être, voilà, député ou chercheur ou voire même président et tout ce qu'on peut être, c'est tout simplement apprendre à servir. Et donc, je crois que, bon, par exemple, au lieu de parler de ministre de la Santé, on pourra peut-être parler des serviteurs en matière de santé, quelque chose de ce genre. Je crois que changer cette conception, Oui. ce mindset, c'est quelque chose que je voudrais vraiment, en tout cas, à tout prix, faire. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça c'est beau en tout cas. Et si je plonge encore un peu plus loin, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous fait sentir être aimé? Être aimé. Je pense que d'abord la sincérité des personnes qui m'entourent, c'est quelque chose que j'aime. J'aime bien des personnes qui sont vraies, des personnes qui vous font des compliments quand il le faut et des personnes qui vous font des remarques de façon directe. Vous disent en tout cas, ça c'était, hein, vous avez tapé à côté. Je crois que ce genre de relations, d'interaction nous permet de grandir et surtout de s'améliorer. Et donc, j'aime bien des personnes qui sont vraies et je crois que c'est ce qui me fait sentir aimé quand je réalise que cette personne, vraiment, est sincère envers moi. Donc, il n'y a pas voilà, d'hypocrisie ou quoi que ce soit, pas d'excès Oui, de flatterie, triste vérité. plus de vérité. C'est ça, quand il le faut. C'est Exactement. pourquoi je ne vais pas vous demander si vous voulez qu'on vous dise la vérité ou qu'on vous préserve, parce que vous préférez la vérité. Donc ça, on le sait déjà. Oui, chez vous, qu'est-ce que vous aimeriez changer mais que vous acceptez jusque-là? Changer que j'accepte jusque-là. Hmm, bon. Matière à réflexion. Ouais, j'essaye de comprendre. Je pense que je suis le résultat en fait de toutes ces expériences, de toutes ces circonstances ou réalités. Et je crois que j'en suis fier. Et voilà, et je ne pense pas que je voudrais peut-être changer Ah, quelque chose que voilà. là, c'est bon. Maintenant, la dernière. Si vous devriez mourir, si vous mourriez aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? On retient de moi que j'étais un chrétien serviteur. C'est pas un chercheur alors que vous êtes amoureux de la science. Donc, non, d'abord, avant tout Ouais. que j'étais un chrétien, puisque je donne beaucoup d'estime et de place à ma foi. Hein, donc, et si jamais, je le crois, Dieu aidant, si jamais je suis marié, je voudrais c'est qu'on retienne que j'étais un bon père, voilà.
pas seulement un bon chercheur, mais un bon père, un bon chrétien. Donc, voilà cette combinaison, en fait, des différentes personnalités. Maintenant, là, je vais passer à juste une petite série de questions. Là, c'est oui ou non. C'est-à-dire, vous répondez par oui ou non. Ou, si vous ne voulez pas, vous pouvez dire aussi, je m'abstiens ou je passe. OK, nous C'est allons comme à essayer. l'Assemblée. Qui sont pour? Qui sont contre? Et Oui, qui ou soit s'abstiennent? carrément, on passe. Ah, voilà. Donc, c'est parti. Les recherches scientifiques doivent-elles toujours être rendues publiques? Non, Peut-on prouver scientifiquement l'amour? je passe. L'euthanasie est-elle un progrès? Non, L'accès aux soins doit-il être universel et gratuit? oui, Les vaccins contiennent-ils des substances toxiques? non, Peut-on guérir le cancer un jour? oui, Peut-on tout expliquer par la science? non. L'exercice physique est-il plus efficace que les antidépresseurs? Hmm. Je passe. Le monde va-t-il dans la bonne direction? Je passe. Ah, là, c'est des appréciations divergentes. Et enfin, enfin, Homo homini lupus, disaient les gens de l'ancien temps, les Romains. Pour vous, l'homme est-il l'espèce la plus dangereuse de la Terre? Je passe. Ah, à chacun de s'auto-évaluer s'il est dangereux ou pas. Vraiment. Alors, un petit dernier message pour ceux qui nous suivent. Pourquoi pas? Ça ferait du bien. Hmm. Oh, d'abord, je tenais à vous remercier pour nous recevoir et je dirais tout simplement que Euh, voilà, c'était un moment important, intéressant voilà, d'apprendre à nous connaître. Et alors, mon message aux personnes qui nous suivent, c'est que je pense qu'on a parlé de la chimie, des molécules, de médicaments et également de tout ce qui nous entoure, la vie. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que, voilà, nous, en tant qu'espèce humaine, en tant qu'être humain, nous sommes en fait cet ensemble, en fait. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait nous définir dans un contexte bien précis. Donc, ne vous limitez pas. Donc, considérez, combinez vos connaissances scientifiques, voilà, le domaine dans lequel vous évoluez avec les valeurs morales les valeurs sur lesquelles vous posez, mais surtout, gardez à l'esprit les sens du service et toujours ce cœur de compassion, ce cœur d'empathie, peu importe tout ce que vous faites. Gardez toujours à l'esprit le bien-être universel et je crois que ceci va contribuer à l'amélioration de notre monde et espérons vivre dans un monde beaucoup plus meilleur que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. En tout cas, chez nous, moi, je ne sais que dire encore. Chez nous, ça a été un réel plaisir, en tout cas, de vous avoir avec nous. C'était vraiment un moment très partagé. J'ai beaucoup appris de ma part. J'espère que ceux qui nous ont suivis aussi ont beaucoup appris ont appris, pas sur, mais de votre humilité, de votre courage, de votre curiosité, de votre désir de voir les choses évoluer et aller encore dans une bonne direction. À chacun maintenant de s'auto-évaluer, de comprendre pourquoi et comment, même si ce n'est pas dans le domaine de la chimie, des sciences,
mais comment chacun, à partir de là, à partir de ce qu'il a, de ce qu'il est jusque-là, peut contribuer à rendre notre monde meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, je ne saurais comment le dire, mais tout simplement parce que vous êtes chrétien et que vous êtes attaché à vos valeurs chrétiennes et que vous aimeriez qu'on retienne de vous que vous êtes un chrétien un jour. Moi, je voudrais juste vous dire que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est mon seul souhait en tout cas, et Amen. j'espère que très bientôt, on pourra encore être là ensemble et évaluer encore beaucoup d'autres choses, en parler, et que surtout chacun y tire quelque chose pour son propre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. C'était donc un réel plaisir pour moi, pour ma petitesse, d'accueillir un esprit aussi génial, aussi géant, aussi instruit. Et je crois que pour les prochains épisodes aussi, on pourra toujours avoir le cap et peut-être, pourquoi pas, un jour que vous soyez là en présentiel, qu'on puisse en parler davantage, qu'on puisse même partager un petit café avec nos, nos téléspectateurs aussi, oui, pourquoi pas. Donc ça, parce que vous êtes chrétien, on va laisser à Dieu qu'il puisse tout gérer. Amen. Et encore une fois, infiniment merci. Et Merci pour on est l'invitation. ensemble, la lumière que nous recherchons nous tous, chacun de sa manière, elle est là, elle est visible. On va juste, déjà, la curiosité, c'est chasser l'ombre. Ensemble, on va faire quelque chose de grand. Un réel plaisir en tout cas, et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Lumière quotidienne. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi questionne, cherche, espère. Et c'est déjà un début, parce que chercher la lumière, c'est déjà sortir de l'ombre. Aujourd'hui, on a parlé de science, mais au fond, on a parlé de nous, de nos corps qu'on connaît si mal, de nos émotions qu'on tait trop souvent, de nos blessures qu'on maquille jusqu'à ne plus les sentir. On a parlé de ces médicaments qu'on prend à l'aveugle, de ces contenus sexuels qui nous attirent mais qui nous vident parfois de l'intérieur, de ces addictions silencieuses qu'on banalise, de cette fatigue, ce stress, cette colère qui sont peut-être chimiques, peut-être hormonales, peut-être guérissables. On a parlé de ça avec un frère, Isaac Kaba, qui n'est pas juste un doctorant en chimie, non, il est la preuve vivante qu'on peut partir sans fuir, qu'on peut réussir sans trahir ses origines, qu'on peut comprendre la science sans perdre son âme. Il est l'exemple qu'on peut être africain, scientifique, croyant, rêveur et debout. Et qu'on peut servir les nôtres avec des clés, pas seulement avec des diplômes. Des clés pour soigner, pour prévenir, pour transformer. Alors toi qui m'écoutes, souviens-toi. Ton corps est un langage. Il parle. Apprends à l'écouter. Ton esprit est un laboratoire. Ne le remplis pas de poison. Ton cœur est une terre fertile. Ne laisse personne le dessécher. Que tu sois dans un taxi à Kin, dans un dortoir à Lubumbashi, à l'étranger ou posé chez toi avec ton téléphone, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, ta vie a du sens. Et la connaissance peut te libérer. You are not lost, you are learning. You are not broken, you are becoming. The journey is long, but you are not walking alone. So keep asking questions. Keep seeking truth, and above all, keep your light on. Thank you for listening. See you next time on Lumière quotidienne. Salut!